Bon, aujourd'hui nous allons parler de transformation des roches de la lithosphère océanique. Alors nous n'allons pas répéter ce que c'est qu'une lithosphère océanique dans les détails, simplement se souvenir que la lithosphère océanique c'est une croûte océanique constituée par du basalte au-dessus, des gabbros en dessous, et sous cette croûte il y a une partie du manteau que l'on appelle le manteau lithosphérique. Et ce manteau lithosphérique associé à la croûte océanique forme la lithosphère océanique. Cette lithosphère océanique se déplace sur l'asténosphère. Nous avons vu que la lithosphère océanique se forme au niveau de ce que l'on appelle les dorsales océaniques, qui peuvent être des dorsales lentes ou des dorsales rapides. Donc nous avons expliqué dans d'autres cours la différence entre les deux. Quoi qu'il en soit, dès la formation de la lithosphère océanique au niveau de l'axe de la dorsale, eh bien les roches, c'est-à-dire basalte, gabbro et péridotite, qui constituent le manteau supérieur, la péridotite, c'est juste au niveau du manteau supérieur. Basalte et gabbro, c'est au niveau de la croûte océanique. Eh bien, les roches de la lithosphère vont subir, de la lithosphère océanique, vont subir des changements profonds, notamment par hydrothermalisme. Alors nous allons essayer de comprendre quelles sont les causes de ces changements et comment ils se manifestent. Alors, donc il y aura bien des transformations de roches de cette lithosphère océanique, et la nouvelle lithosphère qui est formée va se refroidir bien entendu en s'éloignant de l'axe. La croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau vont être le siège à ce moment-là d'une circulation d'eau qui va modifier les minéraux qui sont déjà en place au niveau de ces roches. Donc il s'agit essentiellement d'étudier un affleurement à la roche, donc de roches, c'est-à-dire de basalte, de gabbro et de péridotite, notamment au niveau de la faille VEMA, lorsque c'est possible, et leur équivalent hydraté, que l'on appelle la serpentinite, des gabbros à hornblende, etc. Et on parlera d'hydrothermalisme. Alors, juste 30 secondes que je retrouve mon document. Alors, les sources hydrothermales océaniques existent bel et bien, donc au niveau des dorsales. Donc ce sont des systèmes qui vont abriter notamment des écosystèmes également. Alors, on parle d'hydrothermalisme qui sont associés aux dorsales océaniques. Ça veut dire quoi? Eh bien, le site de la planète Terre de l'enseignement de Lyon nous donne quelques renseignements très intéressants et nous précise que en 1977, au niveau de la dorsale océanique Est-Pacifique, donc près des îles Galapagos, Corliss et son équipe ont fait une découverte majeure. Ils ont observé pour la première fois, à l'aide de leur submersible qu'ils avaient baptisé Alvin, des structures qui seront nommées fumeurs noirs. Alors, donc ces fumeurs noirs vont cracher des fluides d'origine hydrothermale, et ces fumeurs noirs se révèlent être des cheminées constituées de sulfure de fer, de cuivre, de nickel, de zinc, etc. Et le fluide est émis à une température quand même assez importante, puisque cette température se situe entre 300 et 400 degrés. Le pH, il est quand même assez acide, puisqu'il est aux environs de 3, et donc c'est un endroit qui est réducteur, puisque c'est un endroit qui est réducteur. Bon. Et malgré ces conditions qui semblent extrêmes pour la vie, donc la température élevée et un pH très acide, eh bien, sont des agents dénaturants de nombreuses molécules du vivant, évidemment. Donc ça veut dire que la vie a du mal à s'y former, mais elle s'y forme étrangement. Donc, par exemple, la dégradation des protéines est très importante lorsque l'on a une telle température et un tel pH. Et en plus, il n'y a pas de lumière, donc la photosynthèse n'est pas possible. Et les champs de fumeurs noirs, ils abritent tout un écosystème, cependant, qui est très intéressant à étudier. Donc on peut trouver une faune locale, principalement composée de mollusques, de bivalves en fait, d'arthropodes, c'est-à-dire des crevettes, des crabes,
et d'annélides, notamment le ver tubicole, qui est tubicole colonial, qui est nommé Riftia pachyptila. Pas facile à prononcer. Donc, cependant, les animaux cités sont tous hétérotrophes et se nourrissent de matière organique. Donc, on a dit qu'il n'y avait pas de photosynthèse. Donc, dans les profondeurs abyssales, la lumière est totalement absente. Il n'y a pas de place pour un métabolisme autotrophe photosynthétique. Et en réalité, il existe des archébactéries chimiototrophes sulfo-oxydantes qui vont assurer le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc vous voyez que la vie existe quand même. Alors d'où est-ce qu'elles tirent leur énergie? Eh bien du soufre, des sulfures et de l'hydrogène par l'oxydation ou les sulfates, donc dissous dans l'eau de mer. Bon. Cette oxydation dégage de l'énergie que ces bactéries vont transformer en molécules d'adénosine triphosphate ou ATP et en autres molécules qui vont servir ensuite à transformer le dioxyde de carbone de la mer et de la source en carbone organique. Donc elles sont chimio-litho-autotrophes. Et ces bactéries peuvent être associées en symbiose à d'autres organismes tels que Riftia pachyptila. Alors il existe également ce que l'on appelle des fumeurs blancs. Donc par exemple vous pouvez avoir une cheminée carbonatée que l'on a repérée donc à Lost City à 20 km de l'ouest de la ride atlantique par 30 degrés de latitude nord. Alors plus récemment, en 2001, Kelly et ses collaborateurs ont découvert un nouveau type d'hydrothermalisme, toujours situé à proximité d'une dorsale océanique, donc au niveau de la ride atlantique, et caractérisé par la présence de cheminées blanches qui atteint parfois plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et ce lieu est nommé Lost City, c'est un champ hydrothermal composé de fumeurs blancs. Et l'étude minéralogique des cheminées a révélé qu'elles sont constituées de carbonate de calcium, c'est-à-dire de CaCO3, et de brucite de formule MgOH2 fois, c'est un magnésium hydraté en fait, et non de sulfure comme dans les fumeurs noirs. Ces sources sont situées dans un secteur où le magmatisme est absent ou très faible. En fait, le fond de l'Atlantique n'y est pas constitué de basalte, mais de péridotite serpentinisée. Donc une autre différence majeure par rapport aux fumeurs noirs, ce sont les caractéristiques physico-chimiques des fluides émis. Donc en effet, les fluides des fumeurs blancs sont de température modérée, entre 40 et 75 degrés. Le pH est plutôt basique, entre 9 et 10, pauvre en sulfure d'hydrogène et riche en sulfate. Ces conditions semblent plus clémentes envers la vie et la température est compatible avec la machinerie enzymatique de nombreux organismes thermophiles qui se développent souvent à des températures comprises entre 60 et 90 degrés. Et pH basique à neutre, évidemment. Et d'ailleurs, l'eau d'un écosystème, donc Lost City est d'ailleurs l'eau d'un écosystème riche important, entre autres, des arthropodes, des mollusques et de nombreuses bactéries. Les dorsales océaniques sont des zones présentant une géothermie un peu particulière. Et dans le cas de la tectonique des plaques actuelles, l'accrétion océanique se déroule au niveau de dorsales océaniques, comme nous l'avons vu dans d'autres cours. Selon que la dorsale est une dorsale lente, par exemple au niveau de la ride atlantique, où le taux d'expansion est de 1 à 3 cm par an, ou bien rapide, dorsale rapide, exemple la ride pacifique, où le taux d'extension peut être de 10 cm par an. Eh bien, sa structure diffère. Les dorsales rapides ont une morphologie en dôme et possèdent une chambre magmatique surmontée d'une lentille de magma de type tholéitique, dont la température est d'environ 1200 degrés Celsius. L'accrétion d'une croûte océanique complète, avec donc des laves en coussin, plus un complexe phylonien, plus des gabbros, est continue dans le temps et dans l'espace. Les dorsales lentes, quant à elles, présentent une morphologie sommitale en effondrement et une chambre magmatique intermittente. Il n'y a pas de continuité temporelle ni spatiale de l'accrétion crustale. Le manteau péridotique peut être directement mis à nu. Autrement dit, on peut marcher directement sur le manteau.
Dans les deux cas, donc dorsale lente et dorsale rapide, eh bien le flux thermique au niveau des dorsales est très supérieur à celui des plaines abyssales. L'eau océanique est froide, environ 2 degrés Celsius, légèrement alcaline, environ donc un pH aux environs de 8, oxydante, donc l'eau océanique est oxydante et elle est riche en sulfates qui vont s'engouffrer dans les réseaux de failles qui sont proches des dorsales. Alors, type failles listriques, donc ils sont légèrement incurvés, ou bien donc failles listriques du rift océanique et failles transformantes. Cette eau océanique va circuler vers la dorsale en profondeur et va se réchauffer au contact de la chambre magmatique au niveau des dorsales rapides, ou bien simplement grâce au gradient géothermique élevé quand il n'y a pas de chambre magmatique dans le cas des dorsales lentes. Donc réchauffée, moins dense, l'eau, souvent à l'état supercritique, va se concentrer et remonter en un point de sortie unique par opposition au système d'entrée diffus. Eh bien, le champ hydrothermal, c'est-à-dire fumeur noir, fumeur blanc, correspond donc à cette sortie. Et c'est une structure un peu spéciale. Donc, selon le type de fumeur, à la sortie, l'eau va présenter des conditions physico-chimiques différentes. Alors, les sources hydrothermales donc, sont des lieux de réactions chimiques très complexes, que nous n'allons pas étudier en détail, où il y a des réactions de serpentinisation. Alors, on peut peut-être en parler un petit peu de cette serpentinisation. C'est lors de l'infiltration d'eau dans la partie supérieure de la lithosphère océanique et au cours du trajet des fluides hydrothermaux, eh bien l'eau va réagir avec la roche encaissante. Les minéraux constitutifs de la lithosphère océanique, donc de chimie basique à ultra-basique, principalement des silicates ferromagnésiens type olivine, clinopyroxène et orthopyroxène, subissent une altération hydrothermale impliquant des phénomènes d'oxydation et d'hydratation. L'un de ces processus correspond à ce que l'on appelle la serpentinisation de la lithosphère océanique. Alors avec le terme serpentine, c'est le nom donné à une famille de minéraux issus de l'hydratation d'une olivine. Une serpentinite est une roche majoritairement constituée de serpentine. L'altération hydrothermale d'une péridotite, donc qui est la roche qui constitue le manteau, eh bien, aboutit à la formation d'une serpentinite, mais toutefois, le terme de réaction de serpentinisation est souvent utilisé pour désigner une altération hydrothermale de tous les constituants potentiels d'une croûte océanique, c'est-à-dire que ce soit les basaltes, les gabbros, en plus de la péridotite. Alors les réactions modèles de serpentinisation sont décrites par des équations que je ne vais pas trop vous expliquer en détail, mais simplement comprendre que la fayalite, par exemple, associée à la magnétite, va donner, par exemple, lorsqu'elle est hydratée, eh bien de la magnétite, va donner également de la silice et puis un dégagement d'hydrogène. La forstérite, elle, associée à de la silice, à de l'eau, va donner de la serpentine. Et on peut également avoir une réaction de type hydrogène avec du CO2 qui va donner du méthane. Et méthane avec libération d'eau, donc la réaction est catalysée par la magnétite. La fayalite, donc c'est le pôle pur qui est plutôt ferreux, puisqu'on a la formule de la fayalite, c'est F3Fe2 SiO4. Donc la fayalite, c'est le pôle pur ferreux de l'olivine, qui est une solution solide entre un pôle ferreux et un pôle magnésien. Évidemment, le pôle magnésien de l'olivine en est la forstérite, et l'orstatite est le pôle pur magnésien des orthopyroxènes. Bon. Les serpentines sont donc des minéraux de formule générale très compliquée, donc ce sont des silicates hydratés de toute façon. Donc ils appartiennent à la famille des phyllosilicates, qui possèdent une structure en feuillet. Et les trois principaux minéraux de la famille des serpentines sont l'antigorite, la lizardite et le chrysolite, qui est un minéral fibreux très connu sous une autre appellation, l'amiante blanche.
Ensuite, il y a des propriétés physiques des fluides de réaction. L'eau de mer du fond océanique constitue le fluide de réaction et ses propriétés chimiques dans l'océan moyen actuel sont les suivantes. Température moyenne entre moins 0,5 degrés et plus 4 degrés Celsius, avec 2 degrés Celsius comme température la plus fréquente. Le pH est aux environs de 8, soit légèrement basique. Donc c'est un endroit qui est oxydant, riche en sulfate, riche en sodium, Na+, et en magnésium, Mg2+, pauvre en CO2, mais riche en HCO3, pauvre en métaux. Bon voilà, on pourrait décrire encore comme ça beaucoup de réactions. Donc lors de ces interactions avec la roche encaissante du haut de la lithosphère océanique ou de la péridotite du manteau plus profond, dans le cas de la serpentinisation au niveau des fosses océaniques, eh bien l'eau échange des solutés avec la roche. Sa nature chimique est largement modifiée. Par exemple, l'eau va perdre des ions sodium qui sont captés par la structure cristalline des plagioclases de la croûte océanique. Les plagioclases sont des feldspaths calcosodiques de composition chimique variable et ils vont constituer une solution solide dont la série va s'étendre de l'albite à l'anorthite. Et au cours des réactions d'hydrothermalisme océanique, donc du sodium est incorporé dans les plagioclases calciques de la croûte et du calcium est libéré dans le fluide. Il s'agit là d'un processus d'albitisation des plagioclases. De nombreux autres échanges ont lieu au cours du processus, notamment la solubilisation des métaux de transition, c'est-à-dire le cuivre, le fer, le zinc, le nickel, le chrome, etc., dont les éléments de la famille des platinoïdes, donc, etc., donc de la lithosphère dans le fluide. Par ailleurs, donc l'eau va se réchauffer, et plus ou moins selon le contexte de serpentinisation, c'est-à-dire au niveau des fumeurs noirs, blancs, volcans de boue, etc., son pH va changer. Selon la nature de l'édifice hydrothermal, le pH peut être très acide ou très basique. Enfin, le processus modifie le potentiel redox, c'est-à-dire le potentiel d'oxydation noté EH, du fluide réactionnel. La solubilisation des métaux dépend d'ailleurs du couple EH sur pH de l'eau parcourant la roche. Donc vous voyez que c'est relativement compliqué de comprendre ces choses-là. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'il y a une intense circulation hydrothermale et vous pouvez vous procurer sur internet donc des images de cheminées hydrothermales, c'est-à-dire avec ce sont des fumeurs noirs, avec une coupe qui est réalisée dans un fumeur noir et qui met en évidence le dépôt de sulfure, de fer, de cuivre, de nickel, de zinc, etc. Donc sur internet, c'est largement illustré. Et que la dorsale soit lente ou rapide, eh bien, il y a de nombreuses failles et de nombreuses structures de la croûte océanique qui permettent à l'eau de mer de s'infiltrer dans les profondeurs de la croûte et jusque dans les péridotites du manteau superficiel. À ce moment-là, vous allez avoir des échanges thermiques et chimiques qui vont s'effectuer entre l'eau et les roches. Fortement réchauffée et chargée de particules métalliques, l'eau va remonter alors et rejaillir au niveau de cheminées qui seront qualifiées de fumeurs noirs. Cette intense circulation hydrothermale va brasser d'énormes quantités d'eau et on estime qu'à l'échelle mondiale, c'est l'équivalent de la moitié de l'eau de l'océan Atlantique qui passe chaque année par ce type de circulation hydrothermale. Donc vous pouvez vous procurer donc un modèle de circulation hydrothermale au niveau d'une dorsale océanique où on vous montrera la localisation en fait des fumeurs noirs et le mode de fonctionnement de ce fumeur. Donc vous repérez au niveau de ce modèle de circulation hydrothermale, donc au niveau d'une dorsale, vous repérez du magma, éventuellement dans la chambre magmatique lorsqu'il y en a une, avec une remontée évidemment de magma, une fusion partielle. Donc vous avez des basaltes en filon en fait, et au-dessus, vous allez avoir des basaltes en coussin, que l'on appelle des pilolavas. Et vous voyez donc il y a un mouvement de divergence, donc un écartement qui va former des failles normales, et vous voyez par-ci par-là donc des cheminées hydrothermales, donc qui sont en fait des fumeurs noirs, et on vous représente l'entrée de l'eau froide dans des fissures qui vont s'insérer, donc cette eau va s'insérer de manière, des fois très profondément, pour se réchauffer évidemment et modifier en fait
la constitution des roches en place, donc modifier la constitution des minéraux. Donc vous avez, si on regarde le fonctionnement d'un fumeur noir, vous avez vers le bas une source de chaleur, donc un flux de chaleur, et vous allez avoir une altération des basaltes. Donc vous avez les basaltes du plancher océanique et vous allez avoir une infiltration d'eau par les fractures, et donc de ce fait-là, lorsqu'il y a du basalte, eh bien ce basalte va se trouver abîmé, entre guillemets, donc altéré. Parce qu'il faut imaginer que le basalte provient d'une lave, suite à la fusion partielle donc d'un magma au niveau du manteau donc, qui a subi une fusion, et ce manteau que l'on appelle asténosphère. Et donc il y a eu donc formation les basaltes en surface donc se sont épanchés, la lave de type basaltique, de composition basaltique s'est épanchée, le basalte s'est formé. Il faut bien comprendre que à partir de la surface de ce fond océanique, eh bien l'eau est bien présente et elle va s'infiltrer, et elle est froide lors de l'infiltration, mais plus elle s'enfonce, plus elle s'échauffe, et l'échauffement va pouvoir altérer ce basalte. Voilà. Donc les failles permettent à cette eau de mer froide de rentrer, qui va se réchauffer ensuite, et ensuite l'altération va faire que, puisque l'ensemble est très chaud, eh bien la matière qui est produite a tendance à monter vers le haut et à s'échapper à travers des structures qui se forment petit à petit avec des dépôts de métaux, et ces structures s'appellent des fumeurs noirs. Et donc à partir de ces fumeurs noirs, vous avez un panache hydrothermal très chaud qui peut monter à 350 degrés. Donc tout ce que je vous avais décrit précédemment concernant la possibilité de vie auprès de ces fumeurs noirs, etc., eh bien ça veut dire que vous avez des êtres vivants qui se sont adaptés à ces situations un peu particulières. Alors, donc voilà, on peut parler également de ce que l'on appelle le métamorphisme de la croûte océanique, qui peut être dû à l'hydrothermalisme. En laboratoire, vous pouvez soumettre des associations minérales à des pressions et des températures qui sont comparables à ce que l'on trouve dans la nature, donc ce que l'on trouve au niveau de la lithosphère océanique. Ces expériences ont montré qu'à partir d'un certain seuil, eh bien, deux minéraux voisins jusqu'alors stables vont commencer à réagir entre eux tout en restant à l'état solide et vont donner naissance à des nouveaux minéraux qui seront stables dans les nouvelles conditions de pression et de température. Ces lentes transformations sont appelées métamorphismes, et l'éventail de pression et de température dans lequel une association minérale est stable constitue ce que l'on appelle le faciès métamorphique. Alors, là, vous pouvez vous procurer un document concernant le métamorphisme de la croûte océanique au cours de l'extension, où on vous montre des faciès 1, 2, 3. Le faciès 1 constitué de pyroxène et de plagioclase. Dans le faciès 2, on a la hornblende plus plagioclase. Et dans le faciès 3, on a chlorite plus actinote plus plagioclase. On vous montre également le trajet pression-température d'un gabbro au cours du temps. Gabbro qui va se transformer en métagabbro, c'est-à-dire un gabbro en fait qui va subir des modifications concernant ce métamorphisme au niveau de ces faciès métamorphiques. Donc dans le faciès 1, on parle de granulite, dans le faciès 2 d'amphibolite, dans le faciès 3 de schiste vert. Ensuite, on arrive dans des zones de bas degré et avec notamment, lorsque la profondeur augmente, donc des schistes bleus. Alors le faciès 1, donc type granulite, se situe entre, donc pour une température de 1000, un peu plus de 1000 degrés jusqu'à 500 degrés, pour des profondeurs qui vont jusqu'à 20, 30, 40 km. Ensuite, dans le faciès numéro 2, type amphibolite, les températures sont entre 500 et 700 degrés. Pour les schistes verts, la température diminue encore et on bascule de 300 à 500 degrés à peu près. Ensuite, on passe
inférieures à 300 degrés, donc à des températures bas degrés, mais pour des profondeurs supérieures à 20 km, on arrive à un faciès schiste bleu, qui est le faciès numéro 4. Donc, par exemple, lorsque l'on se situe à la limite entre le faciès 1 et le faciès 2, eh bien, ça veut dire qu'une réaction va se produire entre les plagioclases et les pyroxènes hydratés qui vont donner ce que l'on appelle de la hornblende. Et ensuite, cette hornblende va se placer, va être dans les conditions de pression et de température qui correspondent au faciès numéro 2, amphibolite en fait, et à la limite entre le faciès numéro 2 et le faciès numéro 3, donc type amphibolite et schiste vert, eh bien la hornblende, en présence de plagioclase et en présence d'eau, donc hydratation en fait, va donner de l'actinote et de la chlorite que l'on va retrouver dans ce faciès 3 des schistes verts. Donc voilà, hein, c'était des exemples de réactions métamorphiques, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. Autrement dit, un gabbro qui est situé par exemple à une certaine profondeur, donc entre 0 et 20 km de profondeur, même 30 km de profondeur, et une température supérieure à 1000, on va dire 1000, 1200 à peu près, eh bien ça veut dire que ce gabbro, lorsqu'il va, donc toujours pour la même température, toujours au niveau de la même pression, donc de la même profondeur, il va se transformer à mesure que la température diminue. Donc on peut garder une même profondeur, par exemple, imaginons 5 km, mais si la température est située entre 1000 et 1200 degrés, eh bien, parce que en fait, si on dépasse les 1000 degrés, on arrive dans le domaine de la fusion partielle. Mais si on se place à peu près à 1000 degrés, eh bien, ça veut dire que pour une même pression, mais qu'une température qui va diminuer, parce que là, si on arrive entre 700 et 1000 degrés de température, eh bien, ce gabbro va se placer dans le faciès 1 de type, donc faciès 1 granulite en fait. Et la température diminue à nouveau, toujours pour la même pression, donc toujours pour la même profondeur, il n'y a pas de modification de la profondeur. Et bien ce métagabbro qui s'est formé et qui correspondait en fait au faciès numéro 1 va basculer dans le faciès numéro 2 suite à certaines transformations chimiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis la température diminuant encore toujours pour la même profondeur, ce métagabbro va basculer dans les schistes verts, puis dans des températures très inférieures où là, il gardera sa constitution. Et éventuellement, si la profondeur augmente, c'est-à-dire si ce métagabbro se trouve entraîné en profondeur, alors il va basculer dans ce que l'on appelle les schistes bleus. Et là, on pourra peut-être en parler lorsque nous étudierons les zones de subduction. Donc ça veut dire que la circulation des fluides hydrothermaux à travers la jeune croûte océanique refroidit les roches et entraîne des réactions d'hydratation des minéraux qui les constituent. Cet hydrothermalisme transforme donc les basaltes et les gabbros en métabasaltes et métagabbros du faciès amphibolitique puis du faciès schiste vert. Ils contiennent alors des minéraux hydratés tels que la chlorite et l'actinote, et les péridotites situées sous le moho vont subir un métamorphisme similaire que l'on appelle serpentinisation, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc nous avons vu le rôle de la circulation hydrothermale et les modifications de la lithosphère. Les sources hydrothermales des dorsales, aussi bien que ce soit les dorsales lentes que les dorsales rapides, eh bien, forment ce que l'on appelle, au niveau de ces dorsales lentes et rapides, il y a des transformations qui sont dues à ces sources hydrothermales des dorsales lentes ou rapides. Donc il se forme au débouché de ces sources des cheminées hydrothermales, que l'on appelle des fumeurs. Alors fumeurs noirs, mais on a vu qu'il y avait également des fumeurs blancs, qui contenaient plutôt du carbonate de calcium. Donc ces fumeurs, donc ces cheminées hydrothermales, que l'on appelle des fumeurs noirs ou blancs, sont constitués de dépôts sulfurés polymétalliques. Alors attention, parce que la composition des fumeurs noirs et blancs n'est pas la même.
Là, je parle essentiellement des fumeurs noirs, qui sont constitués de dépôts sulfurés polymétalliques. Et ce type de dépôt se retrouve dans les ophiolites. Par exemple, on a des concentrations de cuivre de Chypre, par exemple, est un exemple très connu. Donc, et ce sont les équivalents fossiles de sources hydrothermales actuelles. Le métamorphisme de dorsale donc, existe bel et bien, et suite à son hydratation, la température de la croûte et du manteau superficiel va diminuer. Ces deux paramètres vont conduire à l'apparition de nouvelles associations minérales. Ainsi, certains minéraux, tels que la chlorite et l'actinite, sont caractéristiques du métamorphisme de faciès schiste vert. Alors, concernant les principales roches magmatiques et métamorphiques des dorsales et leurs minéraux typiques, on peut faire une comparaison où l'on va voir donc 4 colonnes. Première colonne, le faciès, deuxième colonne, la roche, troisième colonne, les minéraux typiques, et quatrième colonne, les formules chimiques, mais je ne vais pas vous donner le détail des formules chimiques, juste vous donner quelques informations. Première colonne concernant le faciès, et deuxième ligne donc concernant le faciès type granulite. Les roches concernées seront le basalte et le gabbro. Les minéraux typiques seront alors pyroxène et plagioclase. En fait, la formule chimique, alors essentiellement beaucoup de calcium, du magnésium et du fer, avec de la silice également. Concernant le faciès type amphibolite, eh bien, on aura des métabasaltes et des métagabbros, avec les minéraux typiques que sera la hornblende. Alors la formule chimique, c'est compliqué, calcium, sodium, potassium, magnésium, fer, aluminium, tout ça associé à de la silice et tout ça étant très hydraté. Concernant le faciès schiste vert, on a des roches, les roches correspondantes sur les métabasaltes et les métagabbros, avec les minéraux typiques seront cette fois-ci actinote et chlorite qui sont formés suite aux transformations chimiques évidemment. Concernant l'actinote, eh bien la formule chimique ce sera beaucoup de calcium, du magnésium et du fer, et tout ça associé à de la silice et tout ça hydraté également. Concernant la chlorite, eh bien toujours ferromagnésien avec de l'aluminium, donc et toujours associé à de la silice et le tout hydraté. Voilà, donc on remarque la présence de groupes hydroxyles, donc OH, qui sous-entendent qu'il y a une hydratation, donc dans ces formules chimiques des minéraux issus du métamorphisme. Donc ça veut dire que l'eau des circulations hydrothermales a pénétré les roches jusqu'à entrer dans la structure de leurs minéraux. L'eau qui va sortir contient du cuivre, du zinc, du plomb, de l'argent, donc ce sont sous forme de sulfure, de l'or et du barium sous forme de sulfate, du cobalt, du nickel, du cuivre, du magnésium, du fer sous forme d'oxyde et d'hydroxyde. Les métaux présents dans ces eaux hydrothermales ont été extraits des roches de la lithosphère océanique et du point de vue physique, l'eau froide qui est à 2 à 4 degrés pénètre dans le réseau de fracture, donc il y a des zones de recharge en fait, et va se réchauffer au contact des roches puisqu'on a des températures qui vont de 350 à 400 degrés avant de remonter et de ressortir par les fumeurs noirs comme nous l'avons vu précédemment. Donc ces roches sont ainsi rapidement refroidies, passant de température voisine de 1000 degrés à 200 degrés, avec tous les processus de métamorphisme que l'on a décrits précédemment, lorsque l'on passe par exemple à partir d'un gabbro à des métagabbros, avec différents faciès. Le gabbro, lui, va subir simultanément donc un refroidissement et une hydratation. Il va franchir la limite entre les faciès, entre les différents faciès, et ça veut dire qu'une partie de son plagioclase et une partie de son pyroxène vont réagir en présence d'eau pour produire, comme nous l'avons vu, de la hornblende. Et ce processus va se poursuivre puisque donc la limite 2 va être franchie et la hornblende va réagir à son tour avec le plagioclase qui est résiduel en présence d'eau, qui va produire de l'actinote et de la chlorite, et il va se former ainsi un métagabbro de type de faciès schiste vert aux minéraux qui sont très largement hydratés. Bon voilà, donc ce cours est peut-être un petit peu compliqué concernant la chimie, entre guillemets, transformation. Donc on a vu que, quoi qu'il en soit, donc ces roches constituant la lithosphère océanique
vont se mettre en place hein, lors de l'accrétion. Mais ce qui va se passer également, c'est que puisque ce plancher océanique est au contact de l'eau très froide, eh bien l'eau, immanquablement, va entrer par des fissures et va provoquer donc ce que l'on appelle l'hydrothermalisme, au niveau notamment des fumeurs noirs, mais il n'y a pas que ces fumeurs noirs. Donc ces minéraux vont se transformer, hein, il va y avoir une intense circulation hydrothermale, donc avec des transformations qui seront très importantes des minéraux. La vie peut s'installer également hein, dans ces conditions extrêmes, mais ça c'est un autre domaine. Le cours est terminé. Merci. Alors ça c'est pour la photo.